Casal, Sauveté, Castrat, trois entités qui nous renvoient vers les notions d'occupation des sols, peuplement, transformation du paysage et de l'habitat rural. Cette dynamique spatiale et temporelle de l'habitat et du peuplement dans nos régions peut s'analyser en 4 phases. De l'Antiquité jusqu'au Haut Moyen Âge, par l'influence de l'héritage gallo-romain et mérovingien, de l'an 1000, c'est-à-dire de l'ère carolingienne jusqu'à la période charnière du XIIe siècle, puis jusqu'à la fin du bas Moyen Âge, et enfin du XIVe siècle jusqu'au fondement de nos villages actuels. Nous devons d'abord préciser le cadre géographique et chronologique de ces structures de peuplement. Elles s'inscrivent dans une dynamique sociale entre le Xe et le XIVe siècle, de la fin de l'ère carolingienne à la fin du bas Moyen Âge. Et dans une région qui constitue une entité historique propre que certains nomment la Gascogne toulousaine, comprise entre l'Arats à l'ouest et la Garonne à l'est, entre l'île Jourdain au sud, au Villars au nord. Au Xe siècle carolingien, elle est rattachée au diocèse de Toulouse et donc au Pajus Tolosanus. Dès le XIe siècle, ça deviendra le territoire du Savès et du Gimoès entre Save et Gimone, distinct du Toulousain. Cette carte simplifiée nous en donne les limites au cours des siècles. Zone tampon entre l'Aquitaine et le Narbonnais, à l'époque romaine, les bois et forêts servaient de barrière naturelle entre Tolosate, peuplade autour de Toulouse, et les Aussy, peuplade autour d'Auch. Zone tampon entre Guyenne et Languedoc, entre zones d'influence anglaise et zones d'influence française tout au long du Moyen Âge. Le tracé de la Gascogne actuelle reprend les limites linguistiques de l'Ancien Régime entre Gascons et Languedociens. Cette région est gasconne par ses influences ethniques et linguistiques, et languedocienne par ses attirances politiques et économiques. Cette borne, située au lieu-dit Croix d'Alièze à Mondonville, date de l'Ancien Régime. Elle délimitait la Gascogne rattachée à la Guyenne et le Toulousain rattaché au Languedoc. Elle met Mondonville en Gascogne et Cornebarieux en Languedoc. En continuant, on trouve Grenade en Gascogne et Saint-Capré en Languedoc. En Gascogne toulousaine, seule l'île Jourdain et peut-être Verdun auraient constitué une cité. La présence de routes a pu organiser géographiquement la mise en valeur des terres, en favorisant l'implantation des grands domaines gallo-romains et les échanges commerciaux tournés naturellement et principalement vers Toulouse. Les hautes terrasses garonnaises, très boisées, ont dû quelque peu gêner les échanges avec l'Aquitaine. Néanmoins, il y avait 3 voies vers Agen, par Auch, Lectoure et Auvillars. La voie principale Toulouse-Auch par l'île Jourdain, une voie secondaire Toulouse-Lectoure par Brignemont et Saran, et probablement une voie Toulouse-Agen longeant la Garonne. Cette dernière n'est pas représentée sur la table de Peutinger, car certainement plus tardive. Quel est l'héritage gallo-romain, wisigoth et mérovingien? Regardons rapidement invasions et occupations qui se sont succédées dans nos régions au premier millénaire. La région toulousaine a été très tôt occupée par les Romains, comme la Narbonnaise, et de ce fait n'a pas été concernée par la guerre des Gaules menée par Jules César. Passé le premier siècle de conquête et de révolte, l'effet de la Pax Romana dura environ 4 siècles, a permis une relative prospérité dans les plaines de la Garonne et de la Save. Les invasions barbares du début du Ve siècle, Suèves, Vandales et Visigoths se succèdent, et sur leur chemin vers l'Espagne
se trouvait malheureusement Toulouse. Les Wisigoths, peuple de la Baltique, après avoir dévasté l'Europe centrale et pillé Rome, à leur deuxième passage dans la région, s'y installèrent et prirent Toulouse comme capitale. Au VIe siècle, les Vascons venant d'Espagne s'établirent entre les Pyrénées et la Garonne. Ils donnent leur nom à la Gascogne. Leur influence linguistique va s'étendre jusqu'aux Toulousains. Au VIIe siècle, Toulouse était englobée dans un grand-duché d'Aquitaine et de Vasconie. La région passait progressivement sous l'occupation franque après leur victoire sur les Wisigoths à la bataille de Vouillers en 507. Les Sarrasins, venant du nord de l'Espagne et de la Septimanie, traversèrent notre région. Ils seront repoussés une première fois sous les murs de Toulouse en 721 par Eudes, duc d'Aquitaine et de Vasconie, mais de nouveau, ils ravagèrent la région en 725. Ils furent finalement arrêtés par Charles Martel à Poitiers en 732. Depuis leur base, les Normands multiplièrent les raids contre la côte ouest jusqu'en Espagne et en particulier remonter la Garonne jusqu'à Toulouse en 844. Voici l'empire laissé par ce sacré Charlemagne. La décomposition de cet empire, due aux rivalités de ses successeurs, conduira à la féodalité. Les nobles profitèrent de la confusion carolingienne pour en tirer bénéfice. Revenons maintenant à l'occupation des sols et dans un premier temps l'héritage foncier gallo-romain. Après la conquête par les Romains et les tentatives de révolte des Tectosages, la région a été progressivement pacifiée et romanisée. Les oppidats gaulois, ainsi que des nouvelles terres à défricher, ont été donnés soit à des colons, anciens soldats, soit constitués en grande propriété les Fundi, appartenant à d'anciens dignitaires gaulois ou à de hauts responsables romains. Les toponymes terminés en -ac sont les repères les plus anciens de la romanisation dans nos régions. Souvent, ils désignaient le domaine rural, le fundus. D'après Simon Henry, Blagnac, Lévignac, Cornebarieux, Pibrac et Plaisance-du-Touche seraient sur le territoire d'anciens fundis. De même pour Cobiac, Lonac et Garac, entre Save et Gimone. En Gascogne toulousaine ont été répertoriés 90 noms de lieux habités au cours des 4 à 5 siècles de l'Empire romain. Ces fundis, grands domaines agricoles, pour certains sans doute de quelques centaines d'hectares, étaient répartis sur les basses terrasses et plaines alluviales de la Garonne, de la Save et de la Gimone. Ils étaient entourés de forêts, bois, landes, qui s'étendaient surtout sur les hautes terrasses. Le terme villa représentait alors le groupe de bâtiments, d'habitation et d'exploitation. La proximité de la ville de Toulouse, ville commerçante très active, n'a pu que favoriser la mise en valeur des terres qui l'entouraient. Léon Duthil rappelle dans son Histoire de la Haute-Garonne que Toulouse est au IVe siècle, opulente et renommée, la troisième ville des Gaules et la 15e ville de l'Empire romain. On y cultivait blé, millet, vignes et l'élevage constituait une source importante de revenus. De l'habitat des Wisigoths, on en sait peu de choses. Les historiens nous disent que ce peuple guerrier, allié et fédéré du peuple romain, a su pactiser avec les autochtones et partager avec eux le territoire. Ils auraient favorisé le défrichement et mis en valeur de nouvelles terres. À l'échelle de l'histoire, leur occupation est relativement courte et seule la toponymie permet de saisir les transformations
qu'ils ont pu apporter durant cette période dans le paysage des terrasses garonnaises. Sont cités Pessoulens, Morens, Fourclens, lieu-dit près de Merville. Les Francs ont chassé les Visigoths vers la Septimanie et l'Espagne au VIe siècle. D'abord cantonnés au nord de la Loire, laissant la place libre aux Gascons venant des Pyrénées, ils ont ensuite occupé progressivement la région toulousaine. Sous l'effet du morcellement des anciens fundis et des nouvelles terres cultivables, issus des défrichements, apparaissent des domaines de plus petite taille et de terroirs plus diversifiés, englobant en partie les premières terrasses. Ces domaines ruraux apparaissent dans les textes sous le terme de villa, que l'on retrouve jusqu'à l'époque carolingienne. La toponymie nous permet de suivre leurs colonies, les noms de leurs domaines, se terminant souvent par ville ou vielle. Ils témoignent de l'existence de centres agricoles. Villa, employée à l'origine pour représenter la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation, a ensuite le plus souvent représenté la totalité de la propriété, aussi bien dans le sens fiscal que territorial. D'après Simon Henry, les anciens fundis autour de la forêt de Bouconne, Lévignacus et Piperacus, auraient donné les villas de Manville, Mondonville, Magneuville, Mérinvielle et quelques autres. Au 8e siècle, les Sarrasins détruisent ce qui subsistait encore de la civilisation romaine, héritage des Visigoths. Ne pouvant pas prendre Toulouse en 721 et 732, ils pillent la région alentour. Mais la double peine vient de la féroce répression franque contre les Languedociens et les Toulousains qui, par un jeu diplomatique complexe avec les Sarrasins, ont essayé de s'affranchir du joug des gens du Nord. C'est non seulement un échec, mais un désastre pour les populations et l'activité agricole, arrêt des défrichements et la probable destruction des villas dans les plaines de la Garonne et de la Save, où tout devait être à reconstruire. Une paix relative s'instaure après le rétablissement du royaume d'Aquitaine par Charlemagne en 781. Mais de nouvelles invasions viennent contrarier la reconstruction. Les Normands remontent jusqu'à Toulouse en 845 et ravagent la région. Probablement les hautes terrasses garonnaises, protégées par la barrière naturelle des bois, landes et forêts, ont été que très peu touchées. En conclusion, on peut dire que la mise en culture des terres et l'occupation humaine s'est développée de façon cyclique pendant le premier millénaire sans qu'il y eût vraiment de grand développement. L'essor agraire gallo-romain a été suivi par un recul au Haut Moyen Âge, puis quelques signes de reprise à la période carolingienne. Il en est de même pour l'habitat. Les habitations construites souvent en briques à la période gallo-romaine l'ont été ensuite plutôt en terre et bois, d'où le peu de vestiges retrouvés. Dans nos régions, l'enquête historique pour la période du Moyen Âge relève plus de la recherche historique dans les cartulaires et les relevés topographiques que de l'archéologie, vu le peu de traces laissées par les habitations et fortifications en terre et bois au toit de chaume, contrairement aux habitations construites en briques et couvertes de tuiles de la période gallo-romaine. Intéressons-nous maintenant à la Gascogne toulousaine de l'an 1000 jusqu'au milieu du XIIe siècle. On peut noter dans les premiers cartulaires que l'habitat paraît dispersé, spontané et peu structuré, malgré un début de regroupement, de hameaux et de quelques villages paroissiaux autour de lieux de culte.
Dès le début du XIIe siècle apparaissent les premières communautés religieuses, telles que la fondation de l'ermitage de Grand-Selve. 28 mottes ont été recensées, mais ce chiffre paraît bien en deçà de la réalité. Les premiers castrats et châteaux sont signalés mais sans réel regroupement de population. Prenons un instant pour définir le cartulaire au centre de toute recherche historique au bas Moyen-Âge. Un cartulaire peut être défini comme un recueil de copies des actes attestant les titres et privilèges d'une personne, d'une communauté religieuse ou laïque. Les plus consultés localement sont les cartulaires de Saint-Cernin, de Grand-Selve et de l'Isle-Jourdain, communément nommés Somme de l'Île, dont on peut voir ici une page sur laquelle apparaissent Til et Brex. À partir de l'an 1000, la villa n'apparaît plus comme un tout, mais comme un ensemble constitué de casals, de bois, de vignes, de terres et même quelquefois d'églises. Ils peuvent être cédés et vendus séparément. On peut voir là des signes évidents de morcellement. Progressivement, le terme casal ne représente plus qu'une exploitation agricole. Ce terme semble désigner la plupart des exploitations avec une surface moyenne indicative, estimée par les historiens autour de 10 hectares, surface minimale pour subvenir aux besoins d'une famille travaillant avec une bovée, c'est-à-dire une paire de bœufs. Le casal doit être vu sous l'aspect fiscal et foncier, terre et habitation. C'est un tout, travaillé en alleu, c'est-à-dire en pleine propriété, ne dépendant d'aucune seigneurie foncière, ou en tenure par un tenancier, le plus souvent en famille. Le casal est l'élément le plus cité dans les sauvetés et granges cisterciennes, comme celle de Lara, souvent située sur l'emplacement d'anciennes villas d'époque carolingienne. Quelles sont les causes de cette dispersion? Plusieurs hypothèses sont retenues par les médiévalistes. La ferveur religieuse, partout présente à la fin du Moyen Âge, elle multiplie les lieux de culte. L'accélération des défrichements, la relative pauvreté des terres, nécessite toujours plus de surface pour subvenir aux besoins d'une population en relative croissance. La croissance démographique favorise la transmission des patrimoines et des exploitations et donc la division des casals. L'eau partout présente et le relief morcelé contribuent au développement de petites exploitations. L'émergence d'une couche sociale de petits seigneurs à l'origine d'un semis épars d'habitats fortifiés. La multiplication des communautés religieuses a largement contribué à la dispersion de l'habitat. De tout temps, les sources ont été des lieux de culte autour desquels gravitaient un certain nombre de croyances. On leur attribuait toutes sortes de vertus thérapeutiques. Sur cette photo, prise sur le site de la reconstitution du village gaulois de Saint-Julien, on peut voir la représentation d'une source sacrée à l'époque gallo-romaine entourée de statuettes. Comment la ferveur religieuse a-t-elle pu modifier autant le paysage rural? Au Moyen Âge, on ne compte plus les baptistères, chapelles, oratoires et églises près des sources, qui progressivement ont aggloméré les populations et les communautés religieuses en devenant des lieux de vie liturgiques. Oratoires d'anciennes villas, anciennes nécropoles, communautés d'artisans ou de paysans, sites antiques réinvestis peuvent être aussi à l'origine d'agglomérations de population. Quelques éléments archéologiques semblent indiquer un début d'organisation sociale autour d'églises. Les agionymes typiquement d'époque carolingienne, les plus courants, sont Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Martin et Saint-Jean pour l'essentiel. Un agionyme est un nom de saint pris comme un nom propre.
Particulièrement au début du XIIe siècle, les ermites, puis les moines créent de nouveaux noyaux de peuplement. Cela va marquer profondément la Gascogne toulousaine. Entre 1096 et 1135, l'armature monastique de la région sera constituée, communautés religieuses, prieurés, ermitages, abbayes et commanderies. Le défrichement s'intensifie à la fin du Haut Moyen Âge, probablement rendu nécessaire par l'accroissement de la population et par les ambitions territoriales et fiscales des nouveaux arrivants, seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. L'habitation, souvent située sur ou proche du terrain des boisés, contribuait à la dispersion de l'habitat. Un régime foncier intéressant était souvent proposé aux paysans lors du défrichement, qui en devenaient propriétaires. Mais il s'ensuivait souvent la captation de ces biens par le seigneur ou l'ordre monastique pour agrandir leur domaine. Nous venons de voir l'influence de la christianisation et des défrichements, principaux facteurs de dispersion de l'habitat, dans les modifications de nos paysages ruraux de l'an 1000 jusqu'au milieu du XIIe siècle. Intéressons-nous maintenant à la période couvrant le bas Moyen Âge, essentiellement dominée par la bipolarisation de la société entre féodalité conquérante et influence de l'Église. Comment constater cette phase de regroupement dans les cartulaires? Le casal reste le meilleur marqueur de la concentration de l'habitat, phénomène majeur fondateur de nos villages actuels. La dispersion de l'habitat rural est constatée jusqu'à la période charnière du XIIe siècle. Le casal représentait encore la totalité de l'exploitation agricole. Ensuite, il ne représentera plus qu'une maison souvent avec son jardinet. D'unité d'exploitation, il deviendra l'enclos des bâtiments à l'exclusion des terres. Le terme de casal représentait alors une notion d'habitat regroupée avec d'autres casals, souvent autour d'un castellum, d'une église ou d'un prieuré, pour constituer un village. L'habitat se regroupe d'abord sous l'influence de l'Église, par la création de sauvetés et prieurés, puis sous la pression grandissante de la féodalité, sous forme de castrum, bastides et plus tard forts villageois. On retrouvera cette bipolarisation de la société tout au long du bas Moyen Âge, partagée entre la protection de l'Église et la protection des seigneurs. L'Église veut assurer son indépendance contre les seigneurs et barons, de plus en plus envahissants. Ce processus d'agglomération, de concentration de la population s'est opéré à l'échelle de toute l'Europe du Sud, sur une période relativement courte, d'un siècle et demi, qualifiée par les historiens de castralisation de la société. Voyons d'abord la finalité des sauvetés. Le regroupement des populations peut se constater dans un premier temps dans les textes par l'apparition progressive des sauvetés, structures liées primitivement à l'Église et au clergé, puis devenant castrales ou simplement communautaires, c'est-à-dire laïques. Et cela dans un contexte du XIIe siècle très religieux, avec une insécurité permanente et une démographie croissante. Des paysans propriétaires ou tenanciers, peut-être aussi des artisans, se regroupent sous la protection et la paix de l'Église, comme le dit si bien Mireille Mounier. Les sauvetés ont laissé trace dans nos paysages ruraux et urbains, par les toponymes Salvetat, Sauveterre et quelques autres, mais peu représentés en Gascogne toulousaine, contrairement au sud de la région, dans le Comminges. D'abord sauveté, l'Egvin est signalé castrum en 1227 et ensuite commanderie. À Verdun, au XIIIe siècle, la sauveté ne concerne plus que le faubourg du Castelnau. Elle est nommée ensuite castrum. De même, Fonsorbe, d'abord sauveté, devient ensuite castrum. Voici deux exemples
hors de nos régions, Vieux en Albigeois et Temple de la Sauveté en Haute-Savoie. Les Sauvetés sont des villages de paysans avec leurs casals, terres de labourage, vignes, bois, délimités par des croix, régis par un statut, situés souvent près des axes de communication empruntés par les pèlerins et les marchands. L'Église contrôle ainsi les populations, mais leur amène-t-elle la sécurité en compensation? Oui, par rapport aux grands barons et seigneurs trop soucieux de ne pas être excommuniés et de ne pas avoir à payer de lourdes indulgences, mais beaucoup moins par rapport aux petits seigneurs, routiers et brigands, électrons libres d'une société laissée sans administration à la fin de l'ère carolingienne. La concurrence entre les diverses structures de regroupement pour s'attirer les populations, source de revenus, joue en défaveur des sauvetés, pas assez attractives et favorise castrats, bastides et ordres monastiques plus structurés et plus sécurisants. Nous n'aborderons pas ici l'influence des ordres religieux sur le peuplement et l'habitat, car le sujet est trop vaste et bien connu localement. Nous pouvons simplement rappeler que le renouveau religieux du début du XIIe siècle a profondément marqué notre région sur le plan de la spiritualité, mais aussi par ses répercussions sur les paysages ruraux. L'essentiel de la base monastique fut constitué à cette période. Vers 1114, Géraud de Salles fonde l'ermitage cistercien de Grand-Selve. La grange de Lara sera parmi les plus étendues avec une surface d'environ 2200 hectares. Au cours du XIIe siècle, apparaissent dans les cartulaires les premiers castrats, comme indiqué sur cette carte. Brex et Thil en font partie, apportés en dot en 1148 au seigneur de Lille par Escaronne, fille du comte de Téride. Au cœur des possessions des seigneurs de Lille, ils ne seront jamais vendus ni échangés. Au XIIIe siècle, le regroupement continue par la création de nouveaux castrats, notamment ceux de Dox et Merville. Création et concept du castrum. À l'origine, le castellum, maison forte avec tour, entourée de palissades, était l'habitation fortifiée du seigneur local, de sa famille ou de son représentant. Il était défendu par quelques milites. Le site était choisi que sur des critères défensifs, probablement proches de terres cultivées. La maison forte et la tour étaient construites en terre massive et bois, avec aucune entrée en partie basse, sur une motte, bord de talus ou crête. Sous l'effet de l'insécurité permanente et de la pression d'une féodalité en recherche de revenus, pour affirmer sa puissance, la population avait bien souvent quitté de façon volontaire village paroissial, hameau, casale pour s'agglomérer autour du castellum. Étienne Grioux cite Lonac et Brex comme des villages parasites d'un castellum local. Le castellum, progressivement entouré d'habitations, formant un village fortifié, constituera ainsi un castrum. Le concept de castrum est né, entité de défense, de village fortifié souvent ceinturé de simples palissades et de fossés. Marie-Élise Gardel, dans Vie et mort d'un castrum cabaret, en a donné une définition intéressante. Citation. Ce mot latin, signifiant château, est utilisé à cette époque dans le monde méditerranéen pour désigner plus encore que le château, la forme d'habitat concentré autour de lui, plus ou moins au perché, épousant avec plus ou moins de docilité les impertinences du relief. Les castrats sont des habitats fortifiés regroupés autour d'un ou plusieurs points défensifs et saillants, une ou plusieurs tours seigneuriales généralement préexistantes. Nés d'une église ou nés d'un château, les villages médiévaux étaient souvent le résultat d'une concentration d'habitats auparavant dispersés. Ce phénomène de grande ampleur est appelé l'incastallamento
qu'on peut traduire par encellulement. Cette phase de construction intense de châteaux et d'habitats castraux, du XIIe au XIIIe siècle, est particulièrement bien représentée en Gascogne toulousaine. Avant la révolution castrale, on pouvait noter le partage de l'espace rural, d'une part autour du centre ecclésiastique, sources, chapelles, églises, souvent situées en plaine ou en fond de vallon, et d'autre part le centre laïque, autour du castellum, centre du pouvoir seigneurial, souvent situé sur un site facilement défendable. Pour des raisons déjà indiquées, progressivement l'habitat s'était déplacé autour du castellum pour former le castrum. Souvent l'église avait rejoint le castrum, mais ce n'était pas toujours le cas, comme par exemple à Brex. Le castrum, souvent entouré d'une palissade en bois ou d'une enceinte de parée, mur en terre massive surmonté d'une palissade, avec une ou deux portes, était ceinturé par un fossé. Le but était de protéger les villageois et leurs animaux du brigandage, des attaques du petits groupes de routiers et de pillards. Bien sûr, le castrum ne résistait pas longtemps à une attaque même d'une petite armée. C'était le refuge des villageois dans les périodes de grande tension. La défense était organisée par les quelques milites en poste au castellum, aidés par les villageois armés de leurs seuls outils agraires. Les chartes de coutume indiquaient clairement la responsabilité du seigneur et des villageois pour l'entretien des palissades, pour la garde à la tour et pour l'ouverture et la fermeture des portes. La charte de coutume de Thil et de Brex a été signée en 1246. Pour bien mesurer l'importance du phénomène castral, voici la liste des castrats dits de la première concentration en Gascogne toulousaine. Mireille Mounier en a dénombré 63 au XIIe siècle, sans compter ceux qui n'ont laissé aucune trace dans les cartulaires. Leur datation est faite par rapport à la première date d'apparition dans les textes et non pas par rapport à la date de création qui est inconnue. Brex et Thil apparaissent vers la fin du XIIe siècle. « 65 ont été dénombrés au XIIIe siècle, dont Merville en 1247 et Dox en 1253. Comme on va le voir lors de l'évocation des forts villageois, les castrats sont à l'origine de la plupart de nos villages actuels. Les bastides, hautes structures de peuplement, sont des créations artificielles dans un but d'influence politique et dans un but économique. L'histoire des bastides très connue ne sera pas rappelée dans cette présentation. Rappelons simplement que Grenade a été une bastide royale et que Galembrun a été une bastide seigneuriale, création d'Isnard Jourdain pour contrebalancer la bastide de Grenade et qui finalement ne réussira pas à s'imposer et finira en simple fort villageois. Dernière structure de peuplement, le fort villageois, dont sont issus la plupart de nos villages. Progressivement, le développement de l'agriculture et des échanges commerciaux ont orienté l'habitat vers des sites plus accessibles et ouverts. Certains castrums ont été purement et simplement abandonnés ou déplacés, d'autres se sont naturellement agrandis sur le même lieu. Les forts villageois ne sont que la continuité sur le même lieu ou à proximité d'anciens castrums ou d'autres structures de peuplement. Ils ont repris du service surtout à partir de la guerre de Cent Ans et pendant les guerres de religion, avec les mêmes structures défensives, fossés et palissades, pour protéger familles, biens et animaux. Citation de Frédéric Locke. La chevauchée dévastatrice du prince noir en octobre et novembre 1355 et plus encore la démobilisation des soldats et mercenaires après la paix de Brétigny le 8 mai 1360 vont contribuer à accélérer sensiblement la remise en état ou la création de nouveaux ouvrages de défense pour protéger les populations. Frédéric Locke a étudié la topographie, construction, aménagement et mise en défense entre 1366 et 1469
de quelques villes et villages en toulousain et montalbanais. Ainsi, Castelginest s'est développé autour de l'enceinte de l'ancien fort villageois. Il en est de même à Fronton et à Legvin. Localement, l'étude détaillée de l'histoire du village de Brex permet de constater que le fort villageois, probablement du XIVe siècle, se situe à quelques centaines de mètres du lieu présumé du castrum qui le précédait. Ici la maquette du fort villageois, avec les 8 maisons relevées sur le livre terrier de 1662, positionnées par la méthode des confronts. Au XIVe siècle, on peut estimer le nombre d'habitations entre 20 et 30, en tenant compte d'une part des études faites par les historiens sur l'évolution de l'habitat dans les forts villageois entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle, et d'autre part, en évaluant la main-d'œuvre nécessaire au creusement des fossés et à l'élévation des talus. Sur le plan de Napoléon de 1827, il ne restait plus qu'une maison. Pour conclure cette troisième partie, et pour mieux comprendre le besoin de castralisation des villageois, rappelons quelques événements qui marquent le Toulousain entre 1159 et 1188. Arrêtons-nous un instant sur l'année 1164. Que le roi d'Aragon ou celui d'Angleterre veuille s'emparer du Toulousain, ce n'est pas surprenant. Mais pourquoi l'archevêque de Bordeaux est-il venu attaquer Toulouse? Don Vessette, dans l'histoire générale du Languedoc, nous rapporte une supplique des Toulousains adressée au roi Louis le Jeune, en l'absence du comte de Toulouse occupé à Guerroyer dans la vallée du Rhône. Nous voulons, très cher Seigneur, vous faire part de ce qui vient de nous arriver depuis peu. L'archevêque de Bordeaux, servant plutôt dans la milice du roi d'Angleterre que dans celle de Jésus-Christ, vient de faire une course jusqu'aux portes de Toulouse, dont il s'est rapproché d'un jet de pierre. Il a rasé plusieurs châteaux, brûlé ou détruit diverses églises, fait prisonnier quelques-uns de nos concitoyens et fait mourir quelques autres. Il y a longtemps que notre Seigneur le comte n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous supplions notre Altesse de ne pas souffrir davantage qu'on désole ainsi la ville de Toulouse et son territoire, qui vous appartiennent, et nous-mêmes qui sommes ainsi à vous. Car si vous ne secourez pas promptement, tout le pays va devenir un désert. Citation. Durant 40 ans, la contrée est prise entre deux ambitions, celle de l'Aragon et surtout celle de l'Angleterre, mais les sources, composées surtout de chroniques, ne permettent pas de juger si la Gascogne toulousaine souffrit dans sa chair et dans ses murs de ces conflits permanents.